Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Spéciale Tribune. Spéciale Tribune, vous l'avez sans doute entendu et su peut-être aussi que l'actualité politique dans notre pays reste dominée par le dialogue national inclusif convoqué ou décidé par le chef de l'État pour trouver une solution aux problèmes qui minent ou qui bloquent le processus électoral. Mais ce dialogue, tout le monde l'analyse à sa manière. Les spécialistes se perdent en conjoncture. On l'attend, il ne vient toujours pas là, mais personne n'avait jusqu'ici proposé une ébauche pour essayer de réfléchir dans le sens de ce que ce dialogue pourrait véritablement produire comme résultat dans le sens d'améliorer la situation ou de répondre à la crise actuelle qui mine la République démocratique du Congo en ce qui concerne son processus électoral. C'est dans ce contexte que le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito a une fois de plus pris son crayon pour pouvoir réfléchir sur les probables, ce que l'on appelle des scénarios qui peuvent se présenter à nous à l'occasion de ce dialogue et les conséquences éventuelles justement de ce dialogue. C'est ce que nous allons tenter de décrypter au cours de cette émission qui va recevoir pour vous ce soir Israël Muntala, qui est journaliste indépendant. Israël, bonsoir. Bonsoir. À côté d'Israël, nous avons Luc Mikomo, Kabongat de Congo Web Télévision, que l'on ne présente plus. Luc, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, nous n'avons plus de journalistes, mais nous avons des analystes politiques. Immédiatement à ma droite, Maître Steve Kivwata, analyste aussi indépendant. Maître Steve, bonsoir à vous. Bonsoir, Charles. Et au fin fond, Maître Blanchard Mongomba, qui est de la société civile, mais aussi analyste politique. Maître, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous accorder votre attention pour ce débat. On démarre avec vous, Israël. Le Premier ministre honoraire Muzito réfléchit comme tout Congolais, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens passent à la télévision, ils parlent de ce dialogue, mais personne ne dit exactement ce dialogue, pourquoi on doit les convoquer, pourquoi il doit se tenir et quels sont les résultats que le peuple doit attendre. Et le Premier ministre estime, dans sa réflexion, qu'au lieu de parler d'un dialogue, il faut parler de deux dialogues, mais aussi de deux transitions. Globalement, c'est intitulé. Comment l'avez-vous analysé? Merci de la parole. Je salue encore une fois de plus l'exercice auquel se livre le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito à travers sa 9e tribune. C'est encore un exercice intellectuel de haute volée. Et ici, c'est une tribune éminemment politique. Je retiens encore une fois que cette tribune, il y a une perspicacité qui s'y dégage. Il y a d'abord une première information, un postulat. Nous sommes bel et bien dans une crise politique profonde en RDC. Alors, de cette crise naît la nécessité d'avoir un consensus qui sera dégagé autour d'un dialogue. Mais, comme l'a dit le Premier ministre, ici, pour lui, il y a deux types de dialogue. L'un qui est horizontal, ça veut dire entre la classe politique, entre l'élite, qui a la charge, justement, de conduire le peuple, de conduire la RDC vers des lendemains meilleurs, vers son progrès, vers le développement. Donc, nous partons d'un échec, justement, de cette classe politique qui n'a pas su, justement, bâtir un environnement politique stable, une prospérité économique et, justement, un progrès social réel pour toute la population. Alors, partant de cet échec, après 55 ans d'indépendance, le Premier ministre estime qu'il doit y avoir un deuxième dialogue qu'il appelle un dialogue vertical entre l'élite et sa population. Parce qu'il faut comprendre que la population en RDC fonde beaucoup d'espoir sur l'État. Or, l'État, c'est cet instrument de prospérité commune qui est entre les mains de l'élite. Donc, la direction que prend notre État, c'est l'élite justement qui l'impulse. Or, cette élite a échoué justement à donner une prospérité collective à notre population, à l'arracher des griffes de la pauvreté. Et donc, il y a un devoir de redevabilité entre cette population et l'élite. Il doit expliquer à la population pourquoi nous avons échoué jusqu'ici à bâtir un avenir prospère, un avenir radieux pour notre population.
C'est ça le deuxième débat que le Premier ministre estime le plus important. Parce que entre la population et son élite, il y a le cordon ombilical qui a été rompu. Et donc, il faudra absolument le rétablir par le dialogue avec le principe de la redevabilité, qui doit être un principe qui doit s'affirmer de la base jusqu'au sommet. Mais j'aimerais terminer en disant que quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué en cette tribune, c'est le fait que le Premier ministre a dit clairement que l'enjeu actuel du dialogue ne se limite pas aux questions électorales. L'enjeu du dialogue s'articulera autour de la conquête ou de la conservation du pouvoir. L'enjeu aujourd'hui de la crise politique en RDC, c'est une question de lutte de pouvoir. Les uns veulent le conquérir, les autres veulent le conserver. Voilà, c'est cet affrontement-là qu'il a essayé d'analyser et de présenter plusieurs scénarios. On va y revenir. Alors, Maître Steve Kivuata, lui, touche du bois en parlant justement de sept enjeux. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de gens, quand ils parlent de dialogue, on pense, allons au dialogue, on voit les affiches placardées à travers la ville. Beaucoup pensent que c'est une mince affaire, on va aller au dialogue comme c'était les concertations nationales, on reste pendant 10 jours, on raconte dans une salle et puis on va. Mais le Premier ministre Muzito fait observer que, au-delà de tout ce que les gens peuvent considérer comme aspect électoral, la vie de la nation devrait se jouer pendant ce dialogue. Okay. Ou même la survie. Effectivement, dans cette tribune, l'ancien Premier ministre soulève un problème majeur qui aujourd'hui semble être devenu un sujet de propagande, mais lui, il veut effectivement qu'on revienne à l'objectif réel d'un probable dialogue. D'abord, c'est les dialogues politiques, le dédialogue dont il parle, les dialogues politiques qu'il considère comme étant un dialogue qui s'est toujours tenu dans notre pays, avec des crises qui se répètent de manière récurrente. Il y a ces dialogues, les dialogues politiques, on en dénombre plus de 22 aujourd'hui. Et généralement, le problème majeur, ce sont des stratégies de conquête ou de préservation du pouvoir que l'on a déjà. Et ces dialogues-là vont se tenir pour résoudre une crise horizontale entre les acteurs politiques, majorité, opposition, ainsi que société civile, dont une société civile, l'opposition de la majorité, et une société civile neutre. Mais il tire plutôt la sonnette d'alarme deux acteurs politiques, y compris lui-même, pour leur dire quand même qu'ils doivent savoir que lorsqu'ils sont en train de dialoguer entre eux, ils doivent savoir que de l'autre côté, la situation sociale de la population va du mal en pire. D'où, dans ces tribunes, il en a toujours parlé, la tribune sur le chômage, il a démontré que plus de 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi entrent dans les marchés de l'emploi et que notre politique, notre économie n'est pas en mesure de leur donner de l'emploi. Il a parlé de la ville de Kinshasa, l'enfer au paradis, pour nous démontrer comment on habite mal notre territoire de Kinshasa. Il parle de différents sujets qui démontrent que les gens vivent mal au Congo. Mais est-ce que les politiciens se rendent compte de cette situation? D'où il en appelle effectivement à une résolution de la crise verticale, parce que la 8e tribune a clairement démontré que réellement il y a une crise entre les acteurs politiques et le peuple, parce qu'on a démontré la désaffection du peuple envers le parti politique, envers le politicien. Aujourd'hui, il est un secret de polichinelle d'entendre la population dire que la politique s'apparente au mensonge. Donc, quand il y a cette désaffection générale, on ne sait pas où l'on va. D'où il en appelle à un deuxième dialogue, un dialogue citoyen. Ce n'est pas forcément un dialogue formel où la population va se mettre avec les acteurs politiques. Non, c'est un dialogue que chaque acteur politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, devra faire avec le peuple. Ces dialogues-là, c'est quoi? C'est de faire un état des lieux de la situation politique du pays. Qu'est-ce que vous avez apporté personnellement quand vous étiez de la majorité ou comme opposant, parce que l'opposition a aussi apporté des propositions à la gestion. Oui, comme opposition, quelles propositions vous faites? Quelles sont les perspectives?
Parce qu'il ne faut pas dire que parce que j'ai lutté, j'ai le droit de diriger. Mais non, vous allez diriger avec quelle vision, avec quelle perspective? C'est ces dialogues-là permanents qu'il appelle dialogue citoyen qui doit se tenir entre acteurs politiques et société et peuple. Donc si on comprend bien, c'est le Premier ministre plaide dans le cadre de ce deuxième dialogue qu'il y ait un débat. Parce que généralement ici, les gens sont élus parce qu'il a remis un polo, parce qu'il a donné de la nourriture à gauche ou à droite, parce qu'il est de votre ressort ou de votre province. Mais il faut que quand même quelqu'un vienne dire, lorsqu'il aspire au pouvoir, qu'est-ce qu'il aspire à diriger. Je voulais dire, qu'est-ce qu'il va faire pour la République. Alors, Maître Blanchard, le Premier ministre honoraire fait constater une chose, que les acteurs politiques congolais, depuis la nuit des temps, lorsque leurs intérêts sont mis en jeu, ils sont capables de se mettre ensemble et même de pouvoir violer la Constitution, surtout vraiment si ils peuvent se mettre d'accord autour de la protection de leurs intérêts immédiats. Justement, merci beaucoup pour la parole. Et d'abord, je constate ici que le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu emprunte ici la voie de la sagesse. Parce qu'il faut dire que de l'un comme de l'autre côté, les uns parlent du dialogue, les autres ne veulent pas du dialogue, mais en réalité, nous devons dire que le dialogue ici, en principe, les acteurs qui ont voulu ou qui ont initié les dialogues veulent nous amener au dialogue pour aller parler de questions électorales. Or, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu va au-delà de préoccupations électorales. Il nous dit qu'on a un sérieux problème ici dans notre pays depuis 1960. Les acteurs politiques, comme vous l'aviez dit tantôt, très souvent, ils vont dans des forums, dans des dialogues pour discuter entre eux et très souvent, ça débouche par le partage de pouvoir. Or, le peuple congolais sort toujours perdant parce que le peuple attend de tous ces dialogues-là une résolution ou des résolutions qui vont déboucher par des solutions adéquates, qui vont résoudre leurs problèmes, des solutions qui seront des solutions permanentes, qui ne pourront plus revenir pour faire violer des constitutions à nouveau, mais les acteurs politiques, pour leurs propres intérêts, ils préfèrent saper l'intérêt général de la République pour se permettre de partager le pouvoir et là, le peuple ne se retrouve pas. Voilà pourquoi le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu parle de dialogue. Le dialogue, il dit, aujourd'hui, s'il faut que les acteurs de l'opposition, de la majorité comme de la société civile doivent se retrouver, ils doivent résoudre une fois pour toutes le problème. Parce que le peuple congolais ne se retrouve toujours pas dans l'échange ou dans le dialogue que eux, acteurs politiques, font. Aujourd'hui, nous voulons que lorsque les gens vont aller au dialogue, d'ailleurs, je dois ici préciser que moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons nécessairement aller au dialogue, mais puisque nous sommes dans la démocratie, nous devons savoir tolérer. Aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir la 9e tribune parce que nous sentons que la 9e tribune nous montre le chemin par lequel nous devons suivre parce que les acteurs de la majorité qui prônent pour le dialogue nous parlent de dialogue mais ne nous proposent pas qu'est-ce que nous allons traiter autour de ce dialogue-là. On nous parle des élections, mais ça va déboucher en quoi? Ça va déboucher par quelle piste de solution? Parce que les gens, surtout de l'opposition, ne veulent pas nous dire clairement, mais aujourd'hui nous constatons que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le dépassement du délai constitutionnel. Voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager cette tribune parce que nous sentons que dans les hypothèses, dans les scénarios que le Premier ministre honoraire a proposés, il y a vraiment de réflexion. Nous pouvons, nous pouvons soutenir l'un comme l'autre scénario pourvu que nous puissions déboucher à une situation qui va mettre le peuple, en tout cas, dans la paix et dans une situation qui ne va pas nous mener dans de casse. On va y revenir. En tout cas, on va essayer d'analyser scénario par scénario. Mais avec vous, Luc, le Congolais, on l'a vu, Maître Blanchard le dit, c'est devenu une maladie récurrente. Depuis des années, les hommes politiques vont faire des conciliabules derrière le dos du peuple. Maître Steve vient de le dire. Le professeur Mutamba Makombo a fait une étude dans laquelle il démontre que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 22 dialogues. Et dans le 22 dialogues, en 55 ans, donc ça veut dire qu'il y a un dialogue chaque 2 ans. Mais finalement, on n'a pas été en mesure de répondre aux questions essentielles qui fondent la République ou qui doivent présider à la gouvernance de la République. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, quand vous lisez cette 9e tribune, on se rend compte que Adolphe Muzitu ouvre
d'une certaine manière, la page que d'autres hésitent d'ouvrir. Et quand vous lisez son texte du point de vue psychologique, Adolphe Muzito a deux attitudes. L'attitude d'un intellectuel, d'une élite qui veut que sa réflexion puisse faire avancer les choses. En même temps, l'attitude d'un citoyen, j'allais dire simple. Vous allez le voir, Adolphe Muzito utilise 67 fois, plus ou moins, l'emploi du conditionnel. Et le conditionnel, on le sait, c'est le mode des gens humbles, de gens souples, de gens qui ne veulent pas se faire passer comme des druides, des donneurs de leçons. Et vous allez vous rendre compte également que dans ce texte, plus ou moins 80 fois, Adolphe emploie le mot dialogue. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'on doit résoudre et les pistes de solutions qu'il donne ici, il ne les impose pas. D'ailleurs, quelque part, il dit humblement, je propose des pistes. Et ces pistes-là sont contenues dans les différents scénarios qu'il projette au cas où l'élection se ferait en 2016. Qu'est-ce qu'il y aura? Il propose en cela 3 scénarios. Et 2 scénarios au cas où, tout en restant réaliste. Ça aussi, c'est un autre caractère que j'ai décelé dans sa réflexion. Il reste tout à fait réaliste parce qu'il met en jeu plusieurs possibilités qui pourraient demander un comportement précis de la part de la classe politique. Ainsi donc, quand il parle de deux dialogues, c'est ces dialogues qui ont comme finalité, non pas les élections, mais la résolution de ce que je peux qualifier ici de l'essentiel national. Non seulement les élections, mais également les problèmes qui font que la nation aille ou que la nation n'aille pas. Et donc, Adolphe Muzito nous présente des schémas à prendre ou à laisser. Il ne les impose pas comme des voies uniques de sortie, mais il les propose d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant le conditionnel, c'est-à-dire en restant ouvert à l'autre son de cloche. Que voici comment je pense que les choses doivent se faire, mais je ne suis pas Dieu Tout-Puissant pour penser de manière absolue. D'autres peuvent également amener leur grille de lecture, mais à condition que les politiques qui ont, a-t-il dit ici, le dialogue horizontal, ne prennent pas la société, le pays en captivité, parce qu'ils ont un devoir de redevabilité. Ce devoir-là, ils devront l'accomplir dans le dialogue vertical, politique-population, de façon à ce que les politiques prennent en compte les aspirations profondes de la société et qu'ils les traduisent, il va le dire plus loin, en projet de société. Ça veut dire un plan qui réponde aux attentes et aux attentes justement, aux aspirations profondes, merci, de la population. On va y revenir. On va y revenir. Alors, nous allons continuer cette émission Israël. On étudie maintenant les différentes propositions faites par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. D'abord, il y a l'hypothèse où le dialogue se tient en 2006, plutôt courant 2016, et avec les différentes conséquences, et l'hypothèse où le dialogue se tiendrait après 2016. D'accord. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito a structuré justement la possibilité du dialogue en 2 périodes. 2016 ou après 2016, ça veut dire en 2017. Oui. Donc nous restons d'abord dans les cas de figure où le dialogue se tient en 2016. Là, il a évoqué 3 hypothèses possibles. Le premier, c'est que le dialogue se tient en 2016, effectivement, courant premier trimestre, c'est faisable. Et là, nous restons dans le cadre constitutionnel. La Constitution
est respectée, ce qui nous donne une marge d'organisation des élections dans le délai constitutionnel avant la fin de cette année. Alors, pour que cette hypothèse se vérifie, se matérialise, il faudrait absolument que, comme je l'ai dit tantôt, que les élections, qu'on trouve un consensus, un nombre de consensus sur les élections. Et donc les élections organisées. Les élections organisées. Ouais. Il s'agira dans ce cas-là, pour que cette hypothèse se vérifie, de 2 élections seulement, les législatives et la présidentielle. Donc, voilà le premier cas de figure. Et là aussi, le Premier ministre dit, exactement, le Premier ministre honoraire dit ceci, que ce qui est faisable plus ou moins avec le budget actuel, qui est plus ou moins de 500 millions de dollars. Donc, c'est faisable, mais là aussi, réaliste. Il faut élaguer la question de l'enrôlement, et au plus vite, il faut évacuer la question du fichier électoral, et donc un minimum de consensus sur le type de scrutin qu'il faudra organiser. Et donc, pour que cette hypothèse se vérifie, il faudra qu'on organise des élections au plus tard dans les 3 mois qui viennent. Voilà le premier cas. Qu'on organise les dialogues, vous voulez dire? Qu'on organise le dialogue, voilà, parce que le dialogue devra déboucher justement sur des résolutions, lesquelles résolutions seront mises en application par un gouvernement constitutionnel, par un gouvernement qui respecte le cadre constitutionnel actuel. Alors, voilà la première hypothèse. Je veux avoir d'abord l'analyse aussi de Maître Blanchard Mongomba sur cette première hypothèse où le dialogue était organisé courant premier trimestre 2016. Serait possible d'organiser les élections? Oui, je crois que Israël vient de le dire. Le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou l'a si bien dit. Mais là encore, nous devons dire que ça, puisque les gens continuent à redouter ici du dialogue. Mais là, le Premier ministre précise que dans tout état de cause, que le dialogue s'efface avant, les élections plutôt s'effacent avant 2016 ou après 2016, il y a nécessité de dialoguer. Nous devons dialoguer parce que si il faut que les élections se tiennent avant 2016, le premier scénario que propose, 2016, nous sommes déjà en 2016. En 2016, il faut nécessairement que nous puissions dialoguer parce que là, même s'il faut que nous puissions respecter les délais constitutionnels, nous n'allons pas organiser tout le 5 scrutins tel que prévu par la Constitution du 18 février. Donc on devra mettre en veilleuse d'autres scrutins et pour ne tenir compte que de 2 scrutins tels que venait de les souligner Israël tout à l'heure, donc le présidentiel et puis le législatif. Donc les acteurs devront se mettre autour d'une table pour se mettre d'accord s'il faut que l'on organise que des scrutins et nous puissions mettre de côté l'histoire d'enrôlement de jeunes majeurs dont nous devons mettre de côté l'enrôlement de jeunes majeurs puisque ça prendra encore du temps, ça risque de nous amener au-delà de délais constitutionnels. Il y a la révision du fichier électoral, donc il y a la possibilité, pour répondre à votre question, donc il y a la possibilité de respecter les délais constitutionnels, mais les acteurs politiques devront se mettre autour d'une table, dialoguer pour se fixer, pour violer quelque part la Constitution parce qu'on n'aura pas à organiser tout le scrutin, on n'aura pas à réviser le fichier électoral et puis on n'aura pas à enrôler le jeune majeur. Donc voilà. Le fichier, il est très corrompu. Maître Steve, le fichier est très corrompu, on l'a dit. Il y a des majeurs, hein, aujourd'hui, les nouveaux majeurs qui font enrôler. Votre petit commentaire sur le premier scénario? Je voudrais d'abord commencer par dire, généralement, l'ancien Premier ministre aime bien que l'on insiste sur le fait qu'il est toujours cadre du PALU et que par rapport à cela, il soutient la position du PALU qui considère que les élections, le PALU voudrait voter et en 2016, le PALU a besoin des élections dans le délai constitutionnel. Mais qu'à cela ne tienne, il essaye de réfléchir sur différents scénarios possibles pour expliquer à la classe politique et au peuple congolais que si nous voulons tel scénario, voilà ce que nous devons renoncer. Voilà ce à quoi on doit renoncer pour que tel ou tel autre scénario se mette en place. D'où le premier scénario. Le premier scénario, on veut respecter la Constitution de 2006, pas l'élaguer, et on veut aussi organiser les élections en 2016. Mais il dit, mais d'un côté, il y a l'UDPS qui réclame la récomposition de la CENI, il y a les dialogues qui doivent se tenir, et c'est dans les 3 mois. Voilà. Si vous voulez que les élections soient organisées en 2016, est-ce que ça serait possible? Il y a la question du financement des élections que l'on doit résoudre, et c'est rapidement.
il y a la question, effectivement, d'enrôlement de nouveaux majeurs, qui était une demande de l'opposition et qui est par après devenue une demande de la majorité. Nous devons résoudre le problème. Et on est même allé au-delà de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Maintenant, on réclame la révision de tout le fichier électoral parce qu'on le considère comme étant pourri. Alors, il se pose la question, est-ce qu'avec toutes ces demandes, tous ces préalables à l'élection, même la mise en place d'un calendrier consensuel, est-ce que toutes ces réclamations peuvent réellement nous amener à l'organisation des élections en 2016? C'est ça le premier scénario, c'est lancer à la classe politique, si réellement la classe politique veut des élections en 2016, on doit trouver un compromis sur ces différents préalables, d'où la nécessité d'un dialogue. Un commentaire sur le premier scénario? Tout à fait. C'est ce que le Premier ministre honoraire dit ici, c'est que si nous nous en tenons à ce que vient de dire Maître Steve, cela va impliquer ipso facto un glissement et le non-respect de la Constitution. Il prévient que dans ce scénario, si nous voulons aller, et là il a pris la possibilité que tous les mécanismes du dialogue soient mis en marche à partir du premier trimestre de cette année, donc d'ici février. Au cas où cela n'aurait pas été fait et que ceux qui demandent de nettoyer le fichier électoral que vous avez qualifié à raison de corrompu doivent être conséquents. Donc si nous devons prendre en compte toutes ces étapes-là, attention, on va glisser. Et lorsqu'on va glisser, ne dites pas que comment on a glissé, parce qu'on a répondu à certaines attentes, à certaines exigences d'une certaine frange de la population. Et lorsqu'on va glisser, en ce moment-là, on va tout naturellement violer la Constitution. Voilà, on va maintenant aller à Israël au deuxième scénario du dialogue au courant 2016, mais avec un glissement technique. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ça, par exemple enrôler les nouveaux majeurs, revoir les fichiers électoraux, on ne sait pas si ce sera une révision partielle ou une révision totale, parce que même la CENI aujourd'hui n'arrive pas à travailler, parce que la CENI dit attendre aussi les résolutions du dialogue. Et là d'ailleurs, dans le cadre du premier scénario, le Premier ministre prévient qu'il faut que les institutions actuelles soient appelées à exécuter les résolutions issues du dialogue. Ok, parfait. Comme on l'a dit ici, par tous mes prédécesseurs, il y a beaucoup de préalables. Et donc, ces préalables sont difficilement évacuables en moins de 2 mois ou en 3 mois. Ce qui va nous conduire vers le glissement qu'on appelle un glissement technique. Donc, ça veut dire que même ce qui nous renvoie au deuxième scénario, ça veut dire que, parce qu'on ne se rend pas l'UDPS, le temps de recomposer la nouvelle CENI, ça peut prendre plusieurs mois. Le temps de trouver un consensus sur le calendrier électoral, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Le temps de trouver un consensus sur le financement, sur la sécurisation des élections et sur le caractère, le Premier ministre honoraire avait insisté, le caractère inclusif du dialogue. C'est très important. Parce qu'il faut identifier les acteurs en présence. Et il les a identifiés, il a dit justement qu'il faudra absolument que le dialogue soit le plus inclusif possible, parce que les gens qui seront mis de côté peuvent représenter un problème dans le futur. Et donc, il tenait à ce que le dialogue soit absolument inclusif. Il faut résoudre la question de l'inclusivité, mais aussi la question du facilitateur. Donc, tous ces préalables nous renvoient à son deuxième scénario, où on maintient le cadre institutionnel actuel, mais avec une possibilité maintenant de glissement, ce qu'il appelait un glissement technique pour permettre l'organisation des élections juste après, en 2000, juste après. Et donc, ici, c'est là qu'il évoque l'idée d'une transition. Mais cette transition, n'est-ce pas, c'est pour permettre de gérer, d'organiser les élections, mais sur base de la Constitution actuelle. Mais la Constitution actuelle, là je viens vers vous, Maître Steve, nous sommes dans la deuxième hypothèse. Le premier fait observer
que la Constitution actuelle ne prévoit pas un mécanisme d'un gouvernement où l'opposition et la majorité cohabitent. Il faut que le Premier ministre, par exemple, le gouvernement soit dirigé par ceux qui ont la majorité. Et donc, s'il va falloir arriver à l'hypothèse où on doit aller à un glissement technique, il faudra mettre en place des mécanismes pour avoir un gouvernement qui mettrait en présence la majorité et l'opposition, parce que la majorité présidentielle actuelle aura perdu sa légitimité, ne peut plus diriger seul le pays. Bon, peut-être pas encore avoir perdu complètement parce qu'on est en 2016, mais on suppose déjà qu'en termes de projection, que la majorité veut prévenir. Elle sent très bien que les élections ne peuvent plus être organisées en 2016, d'où, dans le deuxième scénario, on accepte un partage de pouvoir dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Or, la Constitution actuelle n'en parle pas. Le gouvernement qui existe dans la Constitution de 2006, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Le gouvernement a la légitimité parlementaire et présidentielle parce que le gouvernement est au même moment l'émanation de la majorité parlementaire et au même moment l'émanation du président de la République parce que c'est lui qui nomme et révoque le ministre. Par conséquent, il faudra réviser la Constitution pour admettre en temps de crise de manière exceptionnelle l'existence d'un gouvernement d'union nationale. C'est quoi le gouvernement d'union nationale? C'est un gouvernement où coexistent la majorité et l'opposition, un gouvernement que le président ne pourra pas révoquer, un gouvernement qu'aucun parlement ne pourra révoquer, un gouvernement qui va accepter le glissement technique pour 2 ans en vue d'organiser les élections. Mais la Constitution de 2006 est encore en vigueur, mais doit être révisée. Devrait être révisée. Alors, oui. Oui, juste, je voudrais préciser, quand l'ancien Premier ministre emploie les concepts glissement technique, ça s'oppose au glissement politique. Ça doit être clair. Parce que le glissement technique, dans son entendement, serait la résultante d'un constat, parce qu'on veut avoir des élections transparentes et apaisées, les constats que dans les cas actuels, il n'est pas possible d'aller aux élections sans mettre certains préalables en place. Ainsi donc, ce glissement-là aura été la résultante, passez-moi l'expression, d'une légitimité consensuelle. Donc une légitimité qui serait issue du dialogue horizontal, c'est-à-dire de la classe politique, qui s'étant rendu compte, et là, il fait appel au bon sens, que le bon sens nous dicte telle ligne de conduite, parce que tel élément que nous voudrions être en place ne l'est pas, telle condition que nous voudrions qu'il soit rempli ne l'est pas encore, nous acceptons tous de glisser. Très bien. Et techniquement, donc techniquement, nous convenons de glisser. Ainsi donc, il appelle ce glissement technique, avec comme conséquence une petite reconsidération de la composition des équipes chargées de diriger. Puisque nous sortons de la légitimité pure, nous entrons dans une légitimité consensuelle, nous partageons nos responsabilités afin d'atteindre les objectifs que nous nous serions fixés. Voilà, ça ce n'est qu'une... Un mot par rapport au deuxième scénario, c'est que je voudrais tout simplement insister par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur cette table, c'est que là, nous sommes encore dans le régime de l'actuelle Constitution. Oui. Donc nous allons ouvrir certaines dispositions constitutionnelles sans toucher aux dispositions intangibles. Par exemple, l'article 220, on ne touche pas à ces dispositions-là, mais nous ouvrons quelques dispositions pour permettre à ce que les acteurs qui ne sont pas de l'actuelle majorité puissent entrer, composer ensemble avec le chef de l'État actuel pour permettre à ce que, techniquement, comme l'a dit Luc, que nous puissions dépasser un délai constitutionnel pour nous permettre d'organiser de belle manière les élections en tenant compte de préalables que nous avions soulevés dans le premier scénario. Merci. Alors,
Israël, on va directement au troisième scénario. Là, le dialogue a lieu courant 2016, c'est-à-dire pas au premier trimestre. Comme on voit maintenant, les gens traînent les pieds, les médiateurs attendus par l'UDPS n'est pas nommé, la CENI prend son temps. Bon, personne n'est pressé. On a le dialogue autour du mois de juin, de juillet, je ne sais pas quelle année. Qu'est-ce qui peut être fait pour sauver la République? Justement, mais avant de venir à ce troisième scénario, toujours en 2016, j'aimerais insister sur le fait que dans le deuxième scénario, nous sommes toujours dans le cadre constitutionnel. Oui. Mais comme l'institution dont la légitimité va poser problème immédiatement, c'est l'institution président de la République. Oui. C'est en fait le verrou, c'est en fait le socle du pouvoir en principe dans la Constitution de 2006. Et donc, c'est sa légitimité qui pose problème parce qu'elle expire en principe en 2000, le 20 décembre 2016. En décembre 2016. Pour l'Assemblée nationale, leur légitimité court jusqu'au mois 15 mars 2017. Jusqu'au 15 mars 2017. Et donc, c'est cette problématique là-bas qui peut nous amener à un glissement technique, justement, dans le cadre du deuxième scénario. Comment faire en sorte que, si on n'organise pas les élections dans le délai constitutionnel, on puisse garder comme autorité de cette transition technique le chef de l'État pour permettre de nouvelles élections. Voilà. Alors, dans le cadre du troisième scénario, là, nous sommes là dans un glissement. Nous sommes dans un glissement politique. Et ce glissement politique est dû au fait que, comme on l'a dit, tous les préalables n'ont pas été élagués. La classe politique s'entre-déchire, on ne trouve pas de consensus. Et donc là, le temps s'est écoulé, on n'a pas recomposé la CENI, on n'a pas révisé le fichier. Bref, tous les préalables n'ont pas été évacués. Alors là, nous serons devant un fait accompli. Et donc, ce fait accompli nous amène quoi? Nous amène justement à un dialogue politique. Et ce dialogue, c'est pour redéfinir, selon ce scénario, un nouvel ordre politique. Où justement, on désigne une transition qui aura... On se met d'accord pour une transition. On se met d'accord pour une transition. Ouais. Et donc, le délai de cette transition que le Premier ministre veut absolument, donc, présage qu'elle serait plus ou moins courte, tout dépend de sa mission. Ouais. Cette transition aura pour mission d'abord de doter le pays d'une nouvelle constitution. Et donc, sa mission à elle, cette nouvelle transition, serait d'avoir la légitimité, justement, de bâtir une nouvelle constitution, après laquelle on va faire de nouvelles élections. Donc, nous sommes dans le troisième scénario, qui est un scénario qui redéfinit un nouvel ordre politique. Oui. Et là, de manière plus ou moins profonde, ça sera quoi? Les gens qui vont participer au dialogue vont s'ériger en constituante pour doter au pays une nouvelle constitution, étant donné que la constitution de 2006 a été justement évacuée. Donc nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un cadre extra-constitutionnel. Ça, c'est le troisième scénario. Alors, Maître Blanchard, nous continuons rapidement parce qu'on n'a plus assez de minutes. Nous sommes dans le cadre de cette même hypothèse, en fait, dans le scénario où, en tout cas, on a commencé en retard, on rédige une nouvelle constitution, ce qui signifie que le dialogue actuel peut bien donner un coup de grâce à l'actuelle constitution. Justement, il faut préciser aussi que dans le troisième scénario, le Premier ministre nous donne des hypothèses. Et dans le des hypothèses, il dit que lorsque techniquement on n'arrive pas à s'accorder entre les politiques, nous passons dans un glissement politique ou dans un accord politique où les acteurs vont accepter de mettre en place des institutions de fait. Et ces institutions de fait, après le dialogue, ils vont s'accorder à mettre de côté l'actuelle constitution du 18 février 2006 pour mettre en place un acte constitutionnel. Et cet acte-là, il parle de des hypothèses. La première, on dit qu'on aura une constituante, une assemblée constituante, qu'il va commencer par, premièrement, adopter l'acte constitutionnel et après avoir adopté l'acte constitutionnel, qui va soumettre au référendum, va faire élire les institutions nouvellement installées par rapport à l'acte constitutionnel. Et la deuxième hypothèse, là, il parle de l'hypothèse où, parce que la première hypothèse, déjà, il ne soutient pas ça dans son raisonnement, parce qu'il dit que ça va nous ramener
dans le cas de l'actuelle constitution. City, les acteurs, l'Assemblée constituante n'était pas une assemblée qui était élue, désignée par le peuple, mais c'était une assemblée qui s'était retrouvée par rapport à leur force politique. Et là, il dit que c'est une hypothèse qui risque encore de nous perpétrer dans cette même situation actuelle. Alors, la deuxième hypothèse, il dit, là, au moins, c'est l'hypothèse qui pourrait être la mieux conseillée, où nous commençons par mettre en place un acte constitutionnel. Et cet acte constitutionnel-là va donner aux acteurs qui seront... la première transition, hein, c'est ça. La première était la première transition. Et ouais. La deuxième hypothèse, c'est la deuxième transition, où on dit que nous allons avoir un acte constitutionnel qui va désigner les acteurs, et ces acteurs-là, qui seront dans la constituante, vont commencer par faire élire d'abord les députés, donc les membres qui vont composer cette assemblée constituante. En faisant élire ces membres-là, ces membres de l'assemblée constituante vont à nouveau rédiger un acte ou une constitution qui sera définitive, si on peut les considérer ainsi, pour soumettre à nouveau au peuple. Et c'est cette nouvelle constitution-là qui va nous donner les institutions définitives qui seront issues de la volonté de la population. Maître Steve, pour commenter sur ces scénarios. Oui, dans ces scénarios, le président de la République prévoit déjà qu'il n'est plus possible d'organiser les élections dans le délai. Et aussi à la classe politique au niveau de l'opposition qui considère que c'est aussi le moment d'en découdre avec cette constitution de belligérants. Ça, c'est une position de l'UDPS qui a toujours réclamé une constituante, mais aussi le PALU. Donc, finalement, on décide de mettre en place un acte de transition. Alors, les hypothèses est que, comme d'habitude, les hommes politiques, lorsqu'ils se réunissent, même sans avoir obtenu l'aval du peuple, ils ont l'habitude de s'ériger en constituante et d'élaborer une constitution qu'ils dotent à la République de manière définitive. Alors, il dit que cette façon de faire, c'est une mauvaise chose, comme l'a dit brillamment Blanchard. Ça risque de nous ramener à la case du départ, où on dirait que c'est une constitution d'un rapport de force qui pourrait changer. Alors, c'est aussi la cause de l'irrespect de la Constitution. Il faut, selon lui, en âme lumumbiste, que la Constitution soit réellement l'œuvre d'une constituante légitime. D'où il propose que l'on ait deux transitions. Voilà ses propositions. La première transition, c'est pour organiser les élections, mais pas n'importe quelle élection, organiser les élections, deux institutions qui auront comme compétence d'élaborer une constitution définitive. Donc, ils élaborent un acte transitionnel, et dans cet acte transitionnel, ça va régler et la première transition et les élections de la constituante. Maintenant, la constituante fonctionne toujours par rapport à l'ancien acte constitutionnel, et la constituante va maintenant élaborer une constitution définitive qu'elle va soumettre au peuple pour aval. Donc le peuple devient l'alpha et oméga. Et c'est la même proposition qu'il voudrait que ça soit contenu dans cette constitution définitive. On doit dorénavant mettre deux verrous. De telle manière que tout putschiste qui viendrait dans l'avenir, tout aventurier qui voudrait prendre le pouvoir par la force, qu'il sache au moins qu'il n'a pas, lui, l'opportunité de donner à la République une constitution. Il devra faire les élections pour que les institutions légitimes élaborent la constitution. Il en veut pour preuve, effectivement, l'article 195 de la Constitution belge, qui considère que les chambres, même pour la révision constitutionnelle, les chambres législatives qui demandent la révision constitutionnelle doivent se démettre pour aller demander l'aval auprès du peuple. C'est les chambres élues par le peuple qui continuent la révision constitutionnelle. Et c'est la même disposition que les Belges nous ont donnée dans l'article, je pense, 3 de la loi 4 de la loi fondamentale, où on considérait que Lumumba et Kasavubu, ainsi que les chambres parlementaires, constituaient la constituante qui devait élaborer une constitution définitive pour notre pays. Alors, un mot rapidement, Luc, par rapport à ces deux hypothèses. Comme ça, on va rapidement finir, parce qu'il ne nous reste plus assez de minutes, finir avec le dialogue après 2016. Non, tout simplement, dans ce troisième scénario, l'ancien Premier ministre prévient que
au cas où on prendrait cette voie, donc il y aurait formellement 2 transitions. Mais les transitions ici, si l'on comprend bien l'ancien Premier ministre, ce n'est pas des transitions formelles, je puis dire. C'est des transitions comme un modus operandi qui serait convenu parce que les acteurs politiques en présence se seraient rendus compte que la voie de la légalité pure n'étant plus possible, nous mettons en place un mécanisme qui nous permet de pouvoir fonctionner et ne pas tout à fait mettre le pays en mal. Mais il ne s'agit pas d'une transition, j'allais dire, mécanique, mais il s'agit d'une stratégie politique pour, comment dirais-je, pour surmonter, voilà, un obstacle qui se serait posé. Et cet obstacle-là, l'ancien Premier ministre l'a déjà perçu et il dit, au cas où on prendrait cette piste, voici les avantages, mais également voici les inconvénients. Merci Luc. Là, la conséquence immédiate, ce serait la fin de l'actuelle constitution en vigueur. Alors, Israël, nous allons rapidement finir avec l'hypothèse d'un dialogue qui se tiendrait après 2016. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas eu un dialogue, on n'a pas eu les élections jusqu'à la fin jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Qu'est-ce qui se passe en 2017? Le Premier ministre Muzito essaye de réfléchir. Il réfléchit tout clairement. Il dit que dans cette hypothèse-là, un gouvernement d'union nationale de large consensus s'impose. Toutes les forces politiques et sociales se mettent autour d'une table et gèrent la transition avec une autorité de transition qui peut être dans cette hypothèse le président de la République ou consensuellement une autre personnalité, mais le président de la République pour cette transition-là. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il dit il n'y a pas consensus, il y a putsch populaire avec un scénario à la burkinabé. Scénario qu'il ne souhaite pas, bien évidemment. Il est, comme l'a rappelé si bien Steve, il est lumumbiste et le parti lumumbiste a préconisé justement la paix, les élections dans le délai constitutionnel. Et donc, il y a eu 2 cas de figure. Un scénario justement d'insurrection populaire conduite par l'opposition. S'il arrive, il peut arriver en 2016, chose qu'il ne souhaite pas, ou sinon, s'il n'y a pas ce scénario-là, il y a une transition qu'il souhaiterait absolument consensuelle, et c'est cette transition là-bas qui sera la source de légitimité pour la période de 2017 qui devra déboucher justement sur un nouvel ordre politique. Alors, Steve, il n'y a pas de dialogue en 2017, on est en 2016, on est en 2017. 2 hypothèses aussi se présentent devant nous. Effectivement, on est après 2016. On sait que le président de la République n'a pas la plénitude de sa légitimité. Ça pose problème. Alors l'opposition organisée, supposant ainsi, parce qu'il s'agit d'un scénario, lance un message clair à la population et arrive à mobiliser suffisamment la masse. Et les institutions sont plus ou moins bloquées. Ce qui voudrait dire qu'à partir de ce moment, ce serait un rapport de force qui devrait... Un rapport de force, un grand rapport de force qui doit s'installer. Sinon, on serait dans le cas d'une autre hypothèse. Donc, les institutions sont bloquées. On est dans 2 hypothèses. La première hypothèse, la majorité n'a donc plus d'initiative du dialogue. Les dialogues, ça devient un dialogue partagé, pouvoir même entre le noniste, les actuels nonistes, et les pouvoirs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il arrive? On accepte de partager les pouvoirs entre l'opposition et la majorité. Mais il y a une deuxième hypothèse où l'opposition encore plus renforcée s'est dit, bon, toute personne qui aura été dans la majorité ne va plus partager le pouvoir, ne va plus être dans les institutions. Donc c'est une transition à pouvoir unique avec seulement l'opposition actuelle. C'est là où effectivement l'ancien Premier ministre interpelle, il dit qu'il faut faire attention.
Généralement, dans notre histoire, lorsque deux grands acteurs n'arrivent pas à s'entendre, il y a généralement une troisième voix ou un troisième larron qui vient s'installer. Généralement, c'est un aventurier, c'est pas quelqu'un qui a un programme politique, c'est peut-être quelqu'un qui aime mettre le feu avec l'appui d'une certaine communauté internationale qui vient mettre le pays dans une situation assez compliquée. D'où il en appelle à un compromis entre la majorité et l'opposition. Maître Blanchard, rapidement, nous sommes en 2017, le dialogue n'a pas eu lieu en 2016, deux hypothèses, comment vous les analysez les deux hypothèses? Oui, justement, en tout cas, je rejoins le point de vue développé par les camarades Steve et puis Israël, parce que ici, d'abord, je dois insister que dans le cas où les dialogues ne se tenaient pas après 2017, là, on demande aux acteurs politiques d'être devant leurs responsabilités, de comprendre qu'ils ne vont pas dialoguer parce qu'ils doivent se partager les pouvoirs, mais ils doivent dialoguer parce que nous sommes devant l'enjeu, nous sommes devant l'histoire, nous devons tout faire pour sauver la République. Or, la première hypothèse, c'est la majorité qui arrive à réunir autour de lui toutes les forces, l'opposition, la société civile et la majorité actuelle, pour pouvoir organiser les élections en ayant 2 ans, quelques années de transition. Et là, c'est le chef de l'État actuel qui pourrait être à la tête de cette transition, tout comme on peut se dire que non, voilà, on accepte qu'un autre conduit cette transition, que ce soit un acteur de l'opposition. Mais la deuxième hypothèse, on dit, c'est pas la majorité actuelle qui arrive à réunir autour de lui toutes les forces, mais c'est l'opposition actuelle et la rue, donc la population qui gagne le terrain et le pouvoir en place, la majorité en place laisse le pouvoir est exclu. Oui. Là, il faut nécessairement que les opposants ou les gens qui vont gagner le pouvoir, les gens qui vont contrôler la force, puissent tenir compte de toutes les forces, tenir compte de ce qui était avant au pouvoir, pour qu'ensemble puisse dialoguer. Puisque si le nouveau homme fort s'accapare du pouvoir pour ne pas tenir compte de ce qui était avant au pouvoir, ça risque de nous ramener encore dans des crises. Or, ici, les dialogues, c'est pour nous donner des solutions qui vont essayer de résoudre définitivement les crises pour permettre à ce que le pays avance pour atteindre les PIB, par exemple, comme d'autres pays d'Afrique. Très bien. Alors, Luc, votre analyse de ces deux dernières hypothèses, dans les cas où le dialogue se tiendrait en 2017, ou un dialogue à tenir en 2017, en cas vraiment où en 2016, les acteurs politiques n'auraient rien fait pour trouver une solution. Mais ici, si vous lisez attentivement l'ancien Premier ministre, il met en garde. Il dit, il faut bien gérer les temps. Il faut bien mener les choses pour qu'on n'arrive pas dans une situation chaotique. C'est ce qu'il appelle ici la parution du troisième larron. Quelqu'un venu de nulle part qui viendra paralyser tout et va remettre la pendule à zéro. Et il n'est pas d'accord avec ce schéma, mais il dit que ce n'est pas totalement exclu parce que cela c'est déjà produit dans l'histoire récente de notre pays, notamment de 60 à 61 entre Lumumba et Kasavubu. Puis, Tshombe et Kasavubu. C'était en 65. Finalement, est venu Mobutu et Tshisekedi en 1997. Après l'échec de la CNS. Après l'échec de la CNS. Ouais. Alors, l'ancien Premier ministre dit, il faut faire très attention, il faut gérer la situation avec parcimonie, parce que lorsque le troisième larron apparaît, tout est remis à zéro, comme si ceux qui étaient là n'avaient pas suffisamment de sagesse, de vision pour gérer leur crise. Et dans son article, il utilise 26 fois le mot crise pour dire attention, les crises sont faites pour être gérées par les hommes afin de passer d'une période de chaos ou d'une période de crise, s'il faut se répéter, à une période d'apaisement ou de stabilité. Déstabilité. Merci Luc. Nous allons
terminer. Israël, vous avez 30 secondes pour résumer, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à toutes ces propositions. Je précise que le Premier ministre n'a pas dit que c'est ce qui va être fait. Lui réfléchit. Et il ne fait pas de propositions. Il ne fait pas non plus de propositions. Il dit ce qui peut être fait et attire l'attention de tout le monde. En 30 secondes, comment vous résumez cette tribune? Bon, tribune je retiens que c'est le Premier ministre veut la stabilité du pays qui importe plus que tout. Il veut que soient préservés les acquis économiques. Il veut que soit amplifié le mouvement de la prospérité sociale. Voilà ce qu'attend le peuple. Le peuple a besoin de la paix, le peuple a besoin du pain, le peuple a besoin d'une économie robuste. Et pour ça, il faut absolument un consensus politique. Il faut pour cela aussi le dialogue. Il précise que même dans le scénario du chaos, il faudrait absolument que les gens se retrouvent autour d'une table. Parce que même s'il y a insurrection ou tout ça, il faudrait absolument que les gens se retrouvent autour d'une table. Donc, il est temps de dialoguer aujourd'hui, maintenant, pour trouver un consensus. Très bien. Mais alors, en définitive, il répète que la source du malheur, c'est le non-respect de textes. Il faut respecter les textes. Alors, Maître Blanchard, vraiment en 30 secondes, comment vous résumez la 9e tribune? En 30 secondes, je résume la 9e tribune en constatant que le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou s'est comporté comme un vieillard dans un village. Un vieillard, lorsqu'il revient de sa chasse, il arrive en train de trouver sa case en train d'être brûlée. La première des choses, il ne va pas commencer par désigner des responsabilités. Il va premièrement commencer par éteindre le feu et par la suite chercher à voir qui était à la base de ceux qui embrasaient la case. Donc le Premier ministre s'est comporté en sage, en prodiguant des conseils, en réfléchissant pour voir les différentes hypothèses qui pourront surgir après ces dialogues. D'où la nécessité pour la classe politique et les intellectuels de prendre en considération cette 9e tribune pour que nous puissions réfléchir ensemble, voir comment sortir notre pays de cette impasse. Merci. Alors Luc, 30 secondes vous aussi. C'est une tribune de vision. C'est une tribune d'alerte. C'est une tribune où, tout en étant humble, il propose des pistes pour éviter à la nation la catastrophe. Mais cette catastrophe est toujours présente si ceux à qui ils s'adressent ne l'écoutent pas, s'ils ne mettent pas leur sagesse, leur bon sens en branle pour assurer un avenir apaisé, un avenir harmonieux pour le pays. Très bien. Alors, Maître Steve, on termine avec vous. 30 secondes de conclusion. Dans cette tribune, il y a toutes les hypothèses possibles. Moi, j'en appelle surtout aux nonistes, parce qu'il faut quand même que l'on sache que quand on n'accepte pas de dialoguer, ça veut dire qu'on veut accepter de méthodes qui peuvent amener à l'effusion du sang, qui peuvent amener le jeune gens à devenir de victimes d'une inconstance des hommes politiques. Alors, dans les différentes hypothèses que l'ancien Premier ministre est en train d'étaler, il y a de tout, il y a la solution à tout. Si l'on veut que certaines personnalités ne puissent pas perdurer au pouvoir, eh bien, adoptons à ce que tous ceux qui vont participer à la transition, eh bien, qu'après, ils ne soient plus candidats aux élections. On aura résolu le problème d'une personnalité que les nonistes sont en train de viser. Donc, au lieu de rechercher à ce que le peuple devienne comme le cobaye de vos ambitions, eh bien, recherchez la solution. Merci, merci en tout cas à vous tous. Vous avez compris, on a analysé la 9e tribune de l'honorable Adolphe Mouzitou. Cette tribune vous présente le dialogue actuel tel qu'on l'attend. Ce qu'il peut avoir comme conséquence lorsqu'il sera organisé, quand est-ce donc le temps court derrière nous, les résultats dépendront du moment de la tenue de ce dialogue. Il est tenu en 2016, vous avez vu les hypothèses, il est tenu en 2017, vous avez vu, et dans tous les cas, le Premier ministre préconise d'abord le respect des textes et de la parole donnée, parce que les malheurs pour le Congolais depuis 60, c'est qu'on n'a jamais respecté les textes, et nos amis viennent de le dire.
Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.